j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui un cours sur les automates programmables industriels. On avait vu la séance dernière les graph-sets, comment évolue un graph-set. Maintenant, on va essayer d'appliquer le graph-set aux automates programmables industriels. Et on avait dit qu'un système automatisé se comporte de deux choses essentielles, la partie opérative et la partie commande. Donc nous, on va s'intéresser à la partie commande aux automates programmables industriels. Qu'est-ce que c'est qu'un automate programmable industriel? Donc, dans vos établissements, en général, qui abritent les sciences et technologies mécaniques et électriques, ils sont munis de ce dispositif didactisé de gestion de parking automatique. Donc l'automate, en général, c'est une partie qui se trouve dans cette machine et qui, après un agrandissement, on peut le voir ici, est muni d'un petit écran pour visualiser ce qui se passe à l'intérieur et de deux interfaces externes. De quoi est composé un automate programmable industriel, un API? Comment ça fonctionne? On va essayer de voir ça ensemble. Bon, un API, c'est un élément, une petite machine, un petit boîtier, auquel on envoie de l'énergie électrique, on compile un petit programme et en fonction des consignes qui arrivent de l'interface en machine, c'est-à-dire de l'opérateur, il traite les informations et par conséquent nous donne des ordres qu'il envoie à la partie au préactionneur, c'est-à-dire la partie qui va réaliser l'action, et aussi il nous délivre des messages vers l'interface en machine, ça veut dire vers l'opérateur. Et aussi un compte rendu vers la partie commande pour voir est-ce que ces ordres ont été exécutés ou pas. Donc le rôle de l'automate de l'API, c'est de traiter les informations entrantes pour émettre des ordres de sortie en fonction d'un programme. Voilà, donc là on a les informations qui arrivent, des capteurs et le dialogue, l'interface machine en machine. Ensuite, à l'aide d'un programme qu'on élabore, on obtient à la sortie des ordres destinés au préactionneur et au dialogue qui va retourner comme entrée à l'automate programmable. L'architecture d'un API, de quoi est constitué un API? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce slide. Donc un API est constitué premièrement d'une unité de traitement. L'unité de traitement, elle est là. L'unité de traitement, ça veut dire que c'est le processeur, c'est ce qu'on appelle aussi le CPU, Central Processing Unit. C'est la partie qui va traiter les informations. Le rôle de ce processeur, c'est quoi? De traiter les fonctions logiques, ça veut dire les fonctions de base, de la logique combinatoire, la somme logique, le produit logique, l'idempotence et d'autres opérations, d'effectuer aussi des opérations arithmétiques, mathématiques et des fonctions de transfert. Ensuite, il est constitué, à part de CPU, d'une zone, ce qu'on appelle une zone mémoire. C'est la zone qui va contenir le programme et c'est la zone qui va permettre aussi de récolter les informations émanant des capteurs. Donc cette zone mémoire va permettre, premièrement, de contenir le programme qu'on a compilé, ensuite de récolter les informations émanant des capteurs, parce qu'une information, il peut arriver à l'automate alors que l'automate n'en a pas besoin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va la stocker dans la mémoire jusqu'au moment voulu, jusqu'au moment opportun pour la sortir, pour la traiter. Et aussi de communiquer directement avec le processeur. Bon, l'action possible sur une mémoire, donc une mémoire, on a le droit d'écrire dessus, de lire le contenu de la mémoire et aussi de l'effacer en cas de besoin. Ça va nous permettre bien évidemment de compiler un programme, une fois terminé, de l'effacer pour en compiler un autre. Donc l'interface d'entrée-sortie, il y a l'interface d'entrée, ça veut dire que c'est l'interface qui va récolter les informations émanant des capteurs et de l'interface homme-machine. Ensuite, une interface de sortie, c'est l'interface de laquelle vont partir les informations et les ordres destinés au préactionneur pour réaliser les actions souhaitées. Et bien évidemment, la signalisation qui elle est destinée bien évidemment à l'opérateur. Bon, la console de programmation
c'est un petit terminal qui va nous permettre de saisir le programme et l'introduire, bien sûr, à la zone mémoire de l'automate, de l'API. On peut aussi éventuellement utiliser cet automate et le connecter directement avec un PC, de saisir le programme dans le PC et puis de le transférer via un câble à l'automate. Ensuite, d'un module d'alimentation qui va alimenter l'automate en énergie électrique, parce qu'un automate en général, il travaille avec une tension de 24 volts, mais n'empêche qu'on le branche dans le secteur 220. Donc on a besoin de petits modules d'alimentation pour transformer et abaisser la tension jusqu'à la tension d'utilisation. Donc là, on va voir l'architecture d'un API, comment il fonctionne, comment l'API il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'automate? Donc on a les bus d'entrée-sortie, on a l'unité de traitement, ça veut dire le CPU, on a la RAM, on a le module d'entrée et le module de sortie, ce qu'on avait vu avant. Comment ça fonctionne? La première tâche de l'automate, quand on le met sous tension, la première des choses qu'il fait, gestion du système autocontrôle de l'automate. Donc l'automate, il s'autocontrôle lui-même. Dès que vous le mettez sous tension, il y a un petit programme, un mini-logiciel à l'intérieur qui va lui permettre un peu de s'autodéfinir, s'autodéterminer pour voir dans quelle situation il est, qu'est-ce qu'il a comme programme à l'intérieur. C'est la première des tâches. Donc c'est comme pour un ordinateur, c'est comme le BIOS. La deuxième des tâches, acquisition des données, entrée, mémorisation. Donc là, une fois c'est fait, il récolte les informations. Si on refait un peu le slide, vous allez voir. Voilà. Première tâche, on a dit gestion système. Deuxième tâche, lecture, récolte. Il lit les entrées à travers un bus, il les envoie à l'unité de traitement qui les stocke dans la RAM, la mémoire. Donc toutes les entrées émanant des capteurs, elles sont lises et elles sont transférées vers la RAM. La troisième tâche, il communique avec la RAM. Ça veut dire qu'il va, l'unité centrale, le CPU, le processeur, il va télécharger le programme contenu de la RAM et il va l'appliquer aux entrées qu'il a reçues. D'accord? Donc, traitement des données, exécution du programme. Il exécute son programme. Mais une fois le programme exécuté, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des ordres via un bus vers le module de sortie. Et ce module de sortie, il va envoyer les informations et les ordres au préactionneur pour réaliser et effectuer les actions nécessaires. Là, c'est ce qu'on appelle le hard, la partie matérielle. Maintenant, on va voir la partie logicielle. De quoi est composé et constitué un logiciel ou un programme d'automate. Le programme séquentiel principal et le postérieur. Donc, pour élaborer un programme, on passe par deux étapes. La première étape, c'est on réalise ce qu'on appelle un programme séquentiel principal, en premier lieu, et en second lieu, on réalise un programme postérieur. C'est ce qu'on va voir par la suite. Bon, traitement du programme automate. Première des étapes, des tâches qu'on a dit, c'est traitement interne, une scrutation du programme, de l'automate. Ensuite, lecture des entrées, il lit les entrées émanant des capteurs et des consignes de l'interface homme-machine. Ensuite, exécution du programme contenu dans sa mémoire et bien évidemment, écriture des sorties. Ça veut dire l'envoi des ordres vers le préactionneur, vers la partie opérative. Bon, le langage de la programmation, on a trois types de langage. Il y a le langage à contexte, ce qu'on appelle le langage ladder. Il y a le langage, une liste d'instructions, instruction list. Et le troisième langage, c'est le langage graph-set, le langage séquentiel function chart, le CFC. On va voir en détail. Premier langage ladder, c'est un langage qui ressemble un peu au schéma électrique et qu'on représente les entrées, comme vous le voyez ici, comme des interrupteurs, d'accord? Et les sorties comme une espèce de bobine. Deuxième langage, le traitement postérieur, c'est le langage, une liste d'instructions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un langage qui peut s'apparenter au basique ou au DOS. Par exemple ici, LD, ça veut dire load, l'entrée X1, d'accord? Un set mise à 1 de la sortie
Q1, 1. La même chose, load, l'entrée X2, set la sortie. Donc, on lit l'entrée et on octroie un ordre vers la sortie. Et puis, il y a le troisième type de langage, c'est le langage graph 7, c'est un langage très simple. Donc, on réalise le graph 7, ensuite, on schématise, par exemple, l'étape initiale par un petit symbole, la réceptivité est aussi un symbole, et une succession, bien évidemment, de symbolisation du graph 7. Ben, nous, on va s'intéresser surtout au langage ladder, langage à contact. C'est le langage le plus utilisé dans l'industrie. C'est ce que vous trouverez dans tous les automates industriels. Bon, on va revenir maintenant pour mettre en application ce qu'on vient de voir, un exemple de gestion de parking automatique. Ça veut dire l'accès, il est automatisé. On n'a pas besoin d'un opérateur pour gérer l'entrée et la sortie des véhicules. Donc cet exemple, on l'a déjà vu, on l'a déjà traité dans le graph 7. Le fonctionnement est le suivant. À la présence d'un véhicule, la barrière s'ouvre. La LED rouge s'allume. Donc dès qu'il y a un véhicule présent ici, il va être capté, détecté par ce capteur B1. Automatiquement, ça va intimer l'ordre à la barrière de s'ouvrir et à la lampe rouge, la LED rouge de s'allumer, rester allumée. Pourquoi? Parce que le conducteur n'a pas le droit de rentrer. À l'ouverture complète de la barrière, dès que la barrière est position haute, complètement ouverte, à ce moment-là, la LED verte s'allume. Donc la LED verte s'allume, ça veut dire qu'elle va inviter le conducteur à rentrer. À l'entrée du véhicule, la LED rouge s'allume et la barrière se ferme. Une fois que le véhicule est rentré, donc il va automatiquement être capté, détecté et actionner un capteur B2 qui va donner l'ordre à la barrière de se baisser et au feu rouge de s'allumer. Ça, c'est le fonctionnement du système. Donc, ce qui nous intéresse, nous, le plus, et pour qu'on puisse un peu automatiser ce système, on a besoin de savoir, de connaître premièrement les actions qui doivent être effectuées, ça veut dire les ordres qui doivent émaner de l'automate programmable. Et en l'occurrence, on a les actions, 4 actions, allumer LED rouge, allumer LED verte, ouvrir barrière, fermer barrière. Donc on a 3 actions. Donc l'automate, une fois le programme établi, doit pouvoir nous délivrer ces 3 ordres. Ensuite, ces ordres, ces actions, qui est-ce qui va les exécuter? Donc ça veut dire les actionneurs ou les préactionneurs. Donc pour les actionneurs, pour allumer la LED verte et LED rouge, c'est un voyant, une lampe. Pour l'ouverture et la fermeture de la barrière, c'est un moteur électrique. D'accord? Donc pour les voyants, le préactionneur, ça veut dire l'élément qui va commander, envoyer l'énergie électrique au voyant, on peut utiliser carrément un contact auxiliaire, ce qu'on appelle un contact auxiliaire. La même chose pour un moteur, on va utiliser un contact auxiliaire ou un contact moteur, un KA1 ou un KA2, ça veut dire un K destiné pour ouvrir la barrière et un K avant et l'autre arrière. Donc les sorties de l'automate, on va déclencher les sorties Q1 dans un automate. Les entrées, ils sont repérées par I comme input et les sorties par Q long. On n'a pas mis output O parce que O, on peut se tromper, on peut la mélanger avec le 0. Donc ils ont préféré mettre Q. Donc on a la sortie Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc nous, on va s'intéresser à la partie API aux sorties. Mais à part les actions, il y a aussi les réceptivités, comme on a vu dans le graph 7. Les réceptivités, c'est quoi? C'est les informations qui vont arriver, soit de l'interface homme-machine, soit des capteurs. Donc la barrière est fermée. Si la barrière est fermée, ça veut dire qu'elle va actionner le capteur S2. Donc S2 va délivrer une information. Si la barrière est ouverte, il va déclencher le capteur S1. Ça veut dire que la barrière est position haute. Donc S1 doit délivrer une information. Présence d'un véhicule, ça veut dire B1. Il délivre une information. Entrée d'un véhicule, ça veut dire c'est B2. Donc là, ce sont les informations que l'automate doit récolter pour, en fonction de ces informations, délivrer d'ordre. Donc on va s'intéresser, nous, à ça. Donc les capteurs S2, S1, B1, B2, qui vont correspondre dans l'automate aux entrées IC, ça veut dire input, l'entrée C, IB, I1 et I2.
Donc là, on va voir le graphe 7. Ce graphe 7, on l'a déjà traité dans le cours du graphe 7. Point de vue système, à l'étape initiale, il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien. Le système est à l'arrêt. Présence d'un véhicule. Un véhicule est présent. Donc automatiquement, ouverture de la barrière et feu rouge ou LED rouge allumé. La barrière est levée, donc la LED verte va s'allumer, invitant l'automobiliste, le conducteur à entrer. Une fois le conducteur, la voiture à l'intérieur, on va fermer la barrière et allumer le feu rouge. Une fois la barrière en basse, on revient à la position initiale en attente d'un autre véhicule. Ça, c'est de point de vue système. Et si vous voyez, on n'a utilisé que des verbes et des phrases affirmatives et des phrases déclaratives. Ensuite, le point de vue partie opérative. Là, on remplace les phrases par une symbolisation. Présence d'un véhicule. Cette présence des véhicules, elle est obtenue à l'aide des capteurs B1, présence de voiture, et le capteur S2, barrière haute. Ou barrière, pardon, basse. La même chose ici, ouvrir la barrière, ça veut dire qu'on va utiliser un moteur qui va tourner le sens avant. Et la lampe rouge. La barrière est levée, ça veut dire on enclenche, on va actionner le capteur S1. Allumer V, c'est le vert qui va s'allumer. Ensuite, l'accès d'un véhicule, on va déclencher, on va actionner B2, ainsi de suite jusqu'à S2 et on revient. Ça, point de vue partie opérative. On va voir maintenant point de vue partie commande. Voilà, donc on a remplacé présence par BA, on a remplacé ça par mouvement avant. Et le point de vue partie commande, on a utilisé les entrées. On n'a pas utilisé les capteurs, l'appellation désignation des capteurs, mais aux entrées qu'on a affectées à ces capteurs. Par exemple, à BA, on a affecté l'entrée I1. Et pour S2, on a affecté à l'automate l'entrée IC, ainsi de suite. Et là, au lieu de dire, par exemple, moteur avant, on a commandé, on a utilisé le préactionneur, le contacteur avant qui va envoyer l'énergie au moteur pour le mettre dans le sens de rotation avant. Voilà. Donc ici, mouvement arrière, c'est K arrière. Ça veut dire contacteur auxiliaire qui commande le moteur sens arrière. Maintenant, du point de vue opératif, c'est la même chose que le tableau qu'on avait vu. La même chose pour la partie commande, mais pour la partie API, automate programmable, voilà. Donc au lieu de dire par exemple ici B1, S2, input l'entrée 1 et l'entrée C. Mais pour les sorties, pour les ordres, c'est la sortie octroyée et affectée au contacteur auxiliaire avant, c'est la sortie 3. Par contre, affectée à la lampe rouge, c'est la sortie 1. À la lampe verte ou la LED verte, c'est la sortie 2. Et la même chose ici, Q3 et Q1. Donc là, c'est un graphe 7 de partie vue, partie API, automate. Voilà. Donc au lieu de dire K, contacteur auxiliaire arrière, on a mis l'adresse lui est affectée. On va revenir un peu à notre schéma, à notre parking, et on va essayer un peu d'élaborer les équations d'activation et désactivation. Donc, la condition d'activation d'une étape I, quand est-ce qu'une étape I est active? Une étape I est active si l'étape précédente I-1 est active et c'est un produit logique. Et, ce n'est pas un point, un produit logique. Et la transition d'activation de l'étape est validée. D'accord? Il faut que l'étape soit active et ça, c'est parmi les règles d'évolution du graphe 7. Ce sont les activations d'une étape. Pour désactiver, condition désactivation étape I, il faut que l'étape précédente, enfin l'étape I plus 1, ça veut dire l'étape suivante, soit active. En d'autres termes, l'activation d'une étape, pour qu'elle s'active, il faut que l'étape précédente soit active et il faut que la réceptivité soit vraie. Mais pour la désactiver, il faut activer l'étape suivante. On est bien d'accord? Donc on va voir notre graphe 7 et on va essayer
de voir un peu la mise en équation pour le moteur. Donc pour le moteur, on a les étapes qui commandent le moteur, c'est l'étape M2 et l'étape M4. Donc pour l'étape 2, c'est le moteur avant. Et l'étape 4, c'est le moteur arrière. Donc l'équation logique d'activation et désactivation, condition d'activation de l'étape, on a dit MI, il faut que l'étape précédente soit active et la réceptivité soit vraie. Dans ce cas, pour le langage de l'automate, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit SE7MI. Ça veut dire mettre à 1 l'étape I. La mise à 1 de l'étape I. Mais pour la désactiver, condition de désactivation de l'étape MI, il faut activer l'étape suivante. Dans ce cas, on va reset MI. Donc reset, c'est la mise à 0 de l'étape, bien sûr, dont on parle. Donc là, langage en contact, langage ladder. Donc le langage à contact, langage ladder, on peut l'apparenter à un schéma électrique. Dans un schéma électrique, que vous avez pu voir dans la logique combinatoire, on a des entrées normalement ouvertes et des entrées normalement fermées. Ici, ils utilisent parce que c'est informatique, donc c'est anglais. Donc ça, normally open and normally shut, ça veut dire normalement fermé et normalement ouvert. Donc le contact là, il est ouvert, ça veut dire qu'il faut une action dessus pour fermer le contact et permettre le passage du courant. Là, c'est le contraire. Le courant, il passe. S'il y a action sur le contact, il va s'ouvrir. Donc, il va couper la liaison. Mais par contre, pour la sortie, c'est comme une simple bobine. Là, c'est électrique. Mais le langage ladder, c'est presque la même chose. On représente ici, c'est comme le symbole d'une capacité. D'accord? Quand il est normalement ouvert, quand il est normalement fermé, on met un slash. Ça veut dire non, ça veut dire complémentation. Et pour la sortie, on met ces parenthèses. Donc là, la partie séquentielle principale décrit l'évolution des étapes. Donc la partie séquentielle, on a dit, on a une partie séquentielle, c'est elle qui va décrire l'évolution des étapes. Et la partie postérieure, il détermine l'état de sortie. On a dit que le programme est composé de deux parties, séquentielle et postérieure. Séquentielle, on décrit les étapes, et postérieure, on décrit bien évidemment les sorties. Bon, voilà M2. Condition d'activation de l'étape 2, il faut que l'étape précédente soit active, c'est-à-dire que l'étape M1 soit active, d'accord? Et il faut que la condition, la réceptivité I1 et IC soit vraie, est égale à 1. À ce moment-là, la transition qui était validée, il va être franchie. Et si on franchit une transition, on désactive l'étape précédente et on active l'étape suivante. Mais pour condition bien sûr, de désactivation de M2, on active M3. Donc pour désactiver cette étape, il suffit d'activer celle-là. Donc la partie postérieure détermine, on a dit, l'état de sortie. Donc là, comment on va schématiser là? C'est comme un schéma électrique, simple. D'accord? Donc on a ici M2, à laquelle on a la sortie Q3. D'accord? Q3, ça veut dire moteur M2, moteur M2, donc M1 et I1 et C. C'est un montage en série. Un montage en série, l'un après l'autre. D'accord? Puisqu'on a un produit logique. C'est ce qu'on fait. On a le contact M1 en série avec le contact I1, en série avec le contact IC, et à la sortie, on a S7 mise à 1 de M2. Mise à 1 de l'étape M2. D'accord? Donc, pour condition de désactivation de l'étape M2, il faut activer l'étape M3. Donc, il suffit, donc ça veut dire que M3 va mettre à 0 l'étape M2. C'est ce qu'on met, M3, voilà, toute seule, reset M2. Donc, l'automate, dès qu'il y a M3, il va commander la mise à 0 de l'étape M2. Donc c'est très simple comme langage. À quoi est égal maintenant Q1? Q1. À quoi est égal l'équation de Q1? On remarque que Q1 existe dans l'étape M2 et dans l'étape M4. D'accord? Donc Q1 va dépendre de M2
ou de M4. Donc E1 est égal à M2 ou somme logique. C'est une somme logique, pas algébrique. Donc M2 ou M4. Et on sait que quand on a un produit, le schéma est en série. Quand on a une somme logique, le schéma en général est en parallèle. Ça veut dire l'un à côté de l'autre. On va voir un peu le schéma que ça va nous donner. Donc on a M2, le contact M2. D'accord? Directement, il met la sortie Q1 et en parallèle, ou M4 qui va aussi mettre la sortie Q1 à 1. D'accord? Donc cette sortie, elle va dépendre ou de M2 ou de M4. Donc là, c'est une somme logique, ou l'un ou l'autre. Bon, on va passer maintenant pour développer ensemble le langage ladder à contact. Donc on a le graphe 7 ici. D'accord? Donc ce graphe 7, il suffit un peu de lire l'évolution, les règles d'évolution du graphe 7, que pour activer une étape, c'est par exemple M2, j'ai besoin de l'étape M1 soit active et de la réceptivité vraie pour activer, mais pour désactiver M2, j'ai besoin d'activer M3. On va appliquer ça ici. Donc pour activer l'étape M1, pour la mettre à 1, 7 M1, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin que M4 soit active et que IC soit vrai. Donc M4 active, IC vrai, automatiquement, je vais activer l'étape M1. Mais du moment que c'est une étape initiale, je dois m'assurer que toutes ces étapes sont désactivées. Donc c'est une condition que je vais ajouter à mon schéma. Je désactive M2, M3 et M4 pour que je puisse activer S1. Donc c'est une condition de sécurité du moment que c'est une étape initiale. Donc pour activer maintenant l'étape M2, j'ai besoin de M1, IC et IA. Voilà. Pour activer M2, j'ai besoin de M1, IC, IA et ici pour la mise à 1 de l'étape M2. Mais par contre, pour désactiver M2, je dois activer M3. Donc je le mentionne ici. M3 va reset, mettre à 0 l'étape 2. La même chose pour mettre à 1, pour activer l'étape 3. Regardez ici, j'ai besoin d'activer que M2 soit active et que cette réceptivité soit vraie. IB. Donc M2 et IB nous donnent l'activation de l'étape 3. Sachant que, bien évidemment, ça, c'est un produit, là, si vous voulez, ce sont des produits logiques. Donc, je dois réaliser un montage en série. Mais pour désactiver M3, j'active M4, et c'est M4 qui va désactiver M3. La même chose ici, pour activer M4, j'ai besoin d'activer M3 et que I2 soit vrai, réceptivité est vraie. Donc M3 et I2 va permettre l'activation, la mise à 1 de l'étape M4. Mais pour la désactiver, j'active l'étape 1 qui va désactiver quant à elle l'étape M4. Là, c'est le traitement séquentiel. Maintenant, la partie postérieure. Dans la partie postérieure, je traite les sorties. Ça veut dire pour chaque sortie, quelles sont les étapes qui me donnent cette sortie. Donc si vous regardez la sortie Q1, dans le graphe 7, la sortie Q1, elle est obtenue par deux étapes, par M2 et par M4. Donc M2 ou somme logique M4 va me permettre d'avoir Q1. Donc M2 ou, on a dit que ou, on réalise un montage en parallèle. Donc M2 ou M4 me permet d'avoir la sortie Q1. Par contre, pour la sortie Q2, je regarde mon graphe 7, c'est M3. Donc M3, la sortie automatiquement Q2. Pour la sortie Q3, je regarde Q3, c'est M2. Donc M2 me permet d'avoir la sortie Q3. Et pour avoir la sortie Q4, c'est M4. Donc Q4, c'est M4 qui va me donner. Donc là, les deux traitements postérieurs et séquentiel et partie postérieure. Donc si j'applique ce graphe, enfin, ce schéma, je l'introduis à l'automate, automatiquement le fonctionnement, il va s'opérer sans un problème. J'espère que j'étais assez clair et à très bientôt pour un autre cours.